On constate ces dernières années que malgré l'importance annuelle du taux de croissance macroéconomique, la précarité et surtout la pauvreté gagnent du terrain. Pour aller contre ces maux de notre société, des indicateurs clés ont été développés. Au titre de ces indicateurs, l'IDH, l'indice de développement humain, on a comme l'impression que cet indicateur est contourné par la plupart des États où sévit la pauvreté. Il subit en quelque sorte un impact négatif dans le cadre de la promotion du développement général et humain en particulier. Sur cette question, notre expert, M. Nozon Faustin, éclairera nos lanternes. Bienvenue dans Gestion de l'économie mondiale. L'impact des politiques économiques sur l'indice de développement humain, l'IDH, c'est le sujet que nous allons décortiquer dans ce tout autre numéro de votre émission Gestion de l'économie mondiale. Juste, merci de nous rejoindre. Notre expert n'est plus à présenter. Je rappelle juste ces titres. Il est économiste et expert en intelligence économique, administrateur des services financiers Option Trésor, spécialiste et expert en matière de balance des paiements, expert évaluateur national formé par le GIABA en collaboration avec le GAFI. Monsieur Nozon Faustin, merci d'être là encore. Je vous en prie, madame. Je ne cesserai de demander comment vous allez. Mais je vais très bien. Alors aujourd'hui, on parle de l'IDH. Tout de suite, qu'est-ce que c'est ? Mais l'IDH, c'est l'indice de développement humain, en abrégé IDH. Et c'est un indicateur de performance économique et financière. Et dans l'IDH, il y a deux parties. Il y a une partie empirique. Là, on parle de production nationale, mais par habitant. Et il y a une partie qui met l'accent sur le bien-être social. Voilà ce que c'est que l'IDH. Et comment on l'évalue ? À travers un intervalle avec deux bornes. Il y a une borne qui porte le chiffre 0. Ça, c'est la première borne. À gauche et à droite, on a la seconde borne qui porte le chiffre 1. Alors, si vous vous placez au milieu de cet intervalle, lorsque vous allez vers la gauche, c'est que vous allez dans la zone de pauvreté. Voilà. Mais lorsque vous êtes à droite et que vous allez beaucoup plus vers le chiffre 1, c'est que vous allez dans la zone de richesse. Alors, pour être un peu plus précis, les pays développés, d'une manière générale, ont un IDH qui va vers 0,9 et plus, quelquefois 0,96, alors que les pays sous-développés ou alors en voie de développement ont un IDH qui commence généralement à partir de 0,5 et pour aller dangereusement, comme dirait l'autre, vers 0. Et en Afrique, généralement, ce sont des pays de l'Afrique du Nord qui ont un IDH qui va vers 0,7. Et le seul pays dont l'IDH est assez élevé, ce sont les îles Seychelles. Et ces îles-là ont une IDH qui avoisine les 0,8. Alors, on va mettre l'accent sur les différentes bornes en termes de signification. Qu'est-ce que ça signifie précisément lorsqu'un pays tend vers 0,5, vous avez dit, ou vers 1, qu'est-ce que ça signifie? Oui, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Lorsqu'on va vers 0, c'est qu'on va dans la zone de pauvreté. Un pays dont l'IDH tire, si l'on va vers le point 0, c'est un pays qui devient de plus en plus pauvre. Et son IDH, chaque année, devrait logiquement augmenter de quelques points. S'il est à 0,4, c'est qu'il est déjà en dessous des 0,5. Il est dans la zone de pauvreté. Même 0,5, 0,6, 0,7, on peut même considérer ces pays-là comme étant des pays en mode de développement. Mais à partir de 0,8, 0,9, et je pense que, et en ce mois bien précis, c'est le pays qui atteint cette borne-là. C'est un pays qui va vers la richesse. On pourrait même dire que c'est un pays riche.
On va parler de quel genre de pays? Les pays européens, occidentaux, hein? Oui, c'est ce que j'avais dit au début de mon intervention, les pays occidentaux. Ouais. Et pour la plupart de ces pays-là, l'IDH avoisine les 0,9. Ils sont à 0,92, 96, etc., etc. Mais les pays africains, d'une manière générale, leur IDH aussi entre 0 et 0,5. Ben, quand c'est un peu trop élevé, c'est aux environs de 0,6. C'est quand même admis, hein? C'est acceptable quand même. 0,6, 0,7. Non, il faut aller jusqu'à 0,8 au moins. D'accord. Voilà, et j'ai parlé des X tout à l'heure. Et le IDH est à 0,8. Parce que quand on est à 0,8, c'est qu'on prend en compte le bien-être social. Et par exemple, tout ce qui est alphabétisation, tout ce qui est par exemple instruction, ou alors espérance de vie à la naissance, ce sont des points qui sont pris en compte lorsque l'IDH est élevé. Mais lorsque l'IDH n'est pas élevé, lorsqu'il va dangereusement vers le point zéro, c'est que ce sont des pays qui ne prennent pas en compte tout ce que je viens de dire. Est-ce que le calcul de l'IDH revêt des institutions nationales? Non, c'est fait par le PNUD. Et cela depuis 1990. Et les institutions nationales n'ont pas, je ne vais pas dire qu'elles n'ont pas cette capacité, mais c'est une aptitude qui est confiée au PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement. Et dans ce cadre bien précis, il met sur pied l'IDH pour tous les pays du monde. Et le PNUD est présent dans près de 170 pays au monde. J'allais même demander, c'est sûrement un autre aspect, mais quels sont les critères, justement, les aspects sur lesquels le PNUD se base pour déterminer ou faire le calcul, justement? Oui, il y a tout d'abord, au moment où je donne la définition de l'IDH, il y a la production nationale, mais par habitant. Et vous savez que cette production nationale est composée de différents paramètres macroéconomiques. Et les paramètres concernés sont l'investissement, auquel est adossée la consommation. Et la somme de ces deux paramètres macroéconomiques donne une demande globale, mais proactive généralement. Et puis le troisième point, c'est le solde du commerce extérieur. Ça, c'est une définition de la production nationale. Mais il y a encore une autre définition. Et c'est la valeur ajoutée des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Alors tout ça est revu d'une manière ou d'une autre. On essaie de développer un PIB par habitant. Le PIB par habitant, c'est un peu comme si c'était votre salaire. Voilà, c'est un peu comme si c'est le salaire par habitant au niveau d'une population. Mais on a constaté que lorsque on se base sur le PIB par habitant pour mettre en relief ce que gagne un habitant en général, on a eu cette impression, d'ailleurs même elle a été vérifiée, qu'il y a certains aspects qui ne sont pas pris en compte. Lesquels? Notamment l'alphabétisation et l'espérance de vie à la naissance et même le niveau d'instruction. Or, c'est autant de paramètres qui comptent dans le développement. Et le PIB lui-même, en matière de développement, met l'accent sur la production. Vous savez, pour accéder au développement, il faut d'abord passer par la production nationale. Et cette production se fait en termes de variation. C'est-à-dire, ça se passe sur 2 années. L'année dernière, cette année par exemple. On essaie de voir quelle a été l'évolution de notre PIB, c'est l'évolution de notre richesse nationale. Mais quand on fait on détermine cette croissance, on constate que elle ne remplit pas les véritables conditions d'un développement, encore moins d'un développement humain. Comment est-ce qu'on procède généralement? Lorsque on détermine le taux de croissance macroéconomique, on fait une évaluation de ce taux en termes du PIB de votre pays, s'il s'agit de votre pays par exemple. Et là, ce qui va ressortir, c'est une valeur financière. On dira peut-être que notre PIB a augmenté de 100 milliards de dollars
ou de 100 milliards de dollars, etc., etc. Alors, la troisième phase, c'est de prendre ces 100 milliards de dollars et d'effectuer des activités, j'allais dire, de développement. Okay. Alors, le développement, lui, on le touche. Voilà, quand vous mettez sur pied un pont, quand vous développez des routes, des hôpitaux, des universités et autres, ça c'est le développement. On le touche. On sait ce que c'est. Par rapport à la production nationale, qui elle est basée sur des valeurs purement simplement empiriques. Mais on constate ces dernières années que ce développement n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui profite de ce développement. Et on constate qu'il y a une partie de la population qui profite de ce développement. Même si votre PIB par habitant est important, ou est devenu important, il ne signifie pas que celui-là même qui bénéficie de ce PIB par habitant, parce que c'est une moyenne, participe au développement économique et social de votre pays. C'est pourquoi on a mis sur pied l'IDH. Lui, il est beaucoup plus précis. Parce que lui prend en compte certains paramètres, tels que le taux d'alphabétisation, ce que ne prend pas en compte le PIB, c'est-à-dire la production nationale. On va même au-delà du taux d'alphabétisation pour voir le niveau d'instruction et l'espérance de vie à la naissance. Et c'est autant de points précis et importants et qui permettent à ceux qui mettent l'accent sur le développement de voir dans quelle mesure ce développement peut être apprécié. Tout à l'heure, vous avez parlé de cette frange partie de la population mondiale qui bénéficie d'une grande partie de la richesse. Selon des chiffres, 1% profite de 50% justement de la richesse mondiale. On va en parler tout à l'heure, parlant de répartition des richesses. Mais vous avez parlé du PIB. Est-ce qu'il y a une différence entre PIB et IDH? Oui, effectivement, il y a une différence entre PIB et IDH. J'ai essayé de revenir sur ça tout à l'heure, mais je vais être encore un peu plus précis. Oui, justement. Voilà. L'IDH, c'est l'indice de développement humain. Et on a estimé que le développement, d'une manière générale, ne prend pas en compte certains points qui caractérisent le volet humain, tels que le taux d'alphabétisation, le niveau d'instruction et puis l'espérance de vie à la naissance. Voilà, ce sont des indicateurs qui sont importants. Et donc la différence entre le PIB, qui lui parle essentiellement d'une production nationale, mais ici c'est par habitant, donc la différence entre le PIB et l'IDH, c'est que l'IDH, en plus de prendre en compte le PIB dans la gestion des performances économiques et financières, met l'accent sur d'autres paramètres dont je viens de parler, notamment le taux d'alphabétisation, le niveau d'instruction et l'espérance de vie à la naissance. C'est-à-dire que... Oui, allez-y, continue. Oui, c'est pour dire que le PIB lui-même par habitant fait partie de l'IDH. Est-ce qu'après, on ne peut pas dire que le PIB ne prend pas sur, on va dire, l'IDH prend justement pas sur le PIB? Oui, l'IDH prend effectivement pas sur le PIB. Et je le disais tout à l'heure, dès lors où le PIB par habitant fait partie de l'IDH, c'est que l'IDH prend un pas sur le PIB. Et puis, dans l'IDH, on parle d'un indice de développement humain. C'est vrai, ces dernières années dans nos pays, les taux de croissance macroéconomique sont assez importants, même élogieux. Il y a des taux de croissance de 6%, 8%, 9%, même des taux de croissance à deux chiffres, 10%, 11%, etc. etc. Mais le taux de croissance, bien qu'il soit si important, mais on constate quand même dans notre pays un taux de pauvreté également important. Et on se demande pourquoi. Hein, c'est pourquoi on a estimé qu'il fallait créer un autre paramètre macroéconomique, un autre indicateur, j'allais dire, pour pouvoir mettre beaucoup plus l'accent sur la population, c'est-à-dire sur le bien-être social. Puisque quand on développe un taux de croissance à deux chiffres, ou alors un taux de croissance de 7, 8 ou 9%, mais c'est bien pour la population. Et partant de ces taux de croissance, on détermine un PIB par habitant.
Mais malgré tout ça, au lieu de me répéter, ce PIB-là ne remplit pas toutes les conditions. Il ne participe pas véritablement au bonheur de nos populations. Et la précarité est démise. Et en pareille occasion, il faut prendre des dispositions tout à fait particulières. Comment se fait-il que vous en parlez, parlant justement de ces populations qui ne profitent pas justement de la richesse? Comment se fait-il qu'un pays qui a ses infrastructures vraiment développées, un IDH assez bas, comment expliquer cela? Voilà, mais c'est la contradiction. Et c'est pourquoi, justement, on est sur ce plateau. On a l'impression que le développement ne va pas avec l'IDH. Hein. Oui, très souvent, ça va à compte courant. Compte courant. Voilà, ça dit, on voit un taux de croissance macroéconomique très élevé et on voit l'IDH qui se rabat quelque part vers le point zéro. C'est-à-dire que le niveau de vie des populations, le bien-être social baisse de jour en jour au moment où le taux de croissance macroéconomique monte. C'est qu'il y a en pareille situation quelque chose qui ne va pas et qu'il faut effectivement mettre en évidence. C'est quoi le véritable problème? Ce sont des difficultés, j'allais dire économiques et financières. Et au titre de ces difficultés, je l'ai déjà dit sur ce plateau, il y a d'autres paramètres macroéconomiques qu'il faut effectivement revoir de près. Et ce sont les mêmes, mais ils n'ont pas changé, ces paramètres. C'est par exemple la corruption, il y a l'évasion fiscale, et il y a aussi le népotisme et le tribalisme. Ce sont des effets sous-jacents du développement. Et plus on se développe, et si vous ne faites pas attention, ce sont des facteurs aussi qui vont avec le développement. Mais l'objectif est de voir dans quelle mesure on peut arrêter ces facteurs. C'est vrai qu'on ne peut pas arrêter totalement la corruption. On a dit ici qu'il n'y a pas de corruption zéro, mais l'objectif est de mettre l'accent sur ces différents facteurs, et sur ces différents paramètres qui ont fini par devenir des paramètres macroéconomiques. En économie, généralement, on les classe dans des variables muettes, surtout la corruption. Mais la corruption ne devrait pas être une variable muette. C'est une variable parlante. Elle parle au même titre que l'investissement. Elle parle au même titre que la consommation. Elle parle au même titre que le sort du commerce extérieur. Donc l'objectif est de voir comment est-ce qu'on peut intégrer cette corruption-là dans la variation de la production nationale. Quand je dis intégrer, je ne dis pas qu'il faut faire en sorte que la corruption compte, mais il faut faire en sorte que le niveau que la corruption a attaqué, le niveau de la variation de la production nationale, c'est de faire en sorte que ce niveau soit corrigé. Parce qu'on dira qu'on a eu une production nationale de peut-être 10%, une production nationale à 2 chiffres, une variation de cette production à 2 chiffres. Et puis, on constate effectivement que la population ne bénéficie pas de cette production. Et c'est pourquoi on a créé d'ailleurs l'IDH, pour pouvoir revoir au niveau de cet indicateur certains paramètres qui ne vont pas de pair avec la réalité économique et financière. Et voilà un peu comment ça se passe. Donc, ce que je viens de citer comme paramètres macroéconomiques sous-jacents, ce sont des paramètres qui tuent la variation positive de la production nationale. Et il faut donc les retirer de cette variation positive de la production nationale pour avoir une variation positive qui est correcte et qui est nette et qui peut réellement agir sur la population tout entière. Mais si on laisse la variation de cette production nationale en état, et on va faire fausse route. Parce que la corruption a déjà pris une bonne partie, le népotisme ou le tribalisme ont déjà pris une bonne partie, et la partie qui reste ne ressemble pas du tout à celle qui a été annoncée. Et c'est pourquoi il faut revoir de près cette production nationale, la variation de cette production nationale, pour qu'on puisse mettre en relief
un véritable développement économique et financier. Des chiffres assez alarmants, je les ai donnés à l'instant. 1% de la population mondiale bénéficie de 50% de la richesse. C'est démentiel, c'est alarmant. On l'explique encore. Qu'en est-il de cette frange de la population, on va dire, les exclus, si on peut les appeler ainsi, les exclus du développement? Oui, et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. J'allais dire dans le monde entier, pas forcément en Afrique, mais malheureusement, le taux de précarité est beaucoup plus important en Afrique. Donc c'est l'Afrique qui subit des pleins fouets cette répartition inégale de la richesse nationale. Et vous l'avez dit, c'est une réalité. 1% de la population bénéficie de plus de 50% de la richesse nationale. Mais ce sont des faits qu'il faut corriger. Et ce sont des faits, à mon sens, qu'il faut effectivement revoir. Parce que le bien-être social, il est fait pour tout le monde. Il n'est pas fait pour une partie de la population. Et puis, il y a une chose qu'il faut voir. Cette partie qui, apparemment, est exclue, participe à la gestion proactive de la demande globale. Il s'agit de la consommation. Ouais. Et c'est une population qui consomme. Elle est nombreuse, elle est beaucoup plus importante que celle qui est plus riche, mais qui malheureusement ne consomme pas. On voit le paradoxe. C'est un véritable paradoxe. Et c'est cette population qui consomme qui permet au taux de croissance macroéconomique de devenir un taux de croissance à 2 chiffres, ou bien d'être un taux de croissance très fort, très élevé, parce qu'ils sont très nombreux. Est-ce qu'on est dans un contexte de la loi du plus fort? Non, pas forcément. Et ça dépend un peu de la manière dont on conçoit les politiques économiques et financières. D'accord. Et puis, c'est une volonté politique aussi, celle de faire en sorte que les plus pauvres sortent de cette borne-là et qu'ils essaient de rejoindre les bornes de ceux qui ont la capacité de se prendre véritablement en charge. Et l'IDH n'en dit pas moins. Pour l'IDH, ceux qui sont aux environs de 0,8, 0,9, ce sont ceux-là même qui participent véritablement à la gestion de cette richesse nationale. En termes de profit, bien sûr. Si les pauvres participent déjà à cette gestion, mais ne profitent pas véritablement de cette manne-là qui est la richesse nationale. Est-ce qu'on peut aller vers des États égalitaires dans ce contexte-ci? Oui, c'est vrai, il existe des États égalitaires. Et quand on prend le Danemark, par exemple, ce pays est cité parmi les pays qui ont mis l'accent sur l'État égalitaire. Mais malheureusement, ce n'est pas un État égalitaire en matière de patrimoine. Mais dans le cadre des revenus, c'est bel et bien un État égalitaire. Et ils ont pu rapprocher les revenus. Et donc, c'est un pays qu'on pourrait certainement prendre à titre d'exemple. Et quand on est un État égalitaire, c'est que la pauvreté s'éloigne de votre... J'allais même poser la question, mais pour atteindre ou bien être ce pays égalitaire, qu'est-ce qu'il faut faire justement? C'est le partage des richesses. Équitable. Hein, et j'ai dit, il faut d'abord une volonté politique. Et il faudrait qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on veut faire de nos aptitudes économiques et financières. Il faudrait qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on veut faire, par exemple, des fruits du secteur primaire qui représentent l'agriculture, des fruits du secteur secondaire qui représentent l'industrie et des fruits du secteur tertiaire qui représentent les services. Et qu'est-ce qu'on fait de la valeur ajoutée de ces 3 secteurs macroéconomiques qui comptent beaucoup en matière de gestion de la politique économique et financière. Vous savez que quand on dit qu'un pays a réussi, c'est que ces 3 secteurs macroéconomiques sont positifs, largement positifs. Et si ces secteurs sont positifs, je l'ai déjà dit ici, vous bénéficiez d'une monnaie qui est solide, qui est très forte et qui vous permet de participer à la vie économique et financière de votre pays, qui vous permet même de faire en sorte que votre population
participe effectivement de ce que vous obtenez en matière de gestion de vos relations financières avec l'étranger. Donc l'objectif, comme je le dis, c'est d'abord une volonté politique. Il faudrait que on sache exactement ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire de la population. Il faudrait qu'on se dise que cette population doit bénéficier à tous les niveaux du bien-être social. Et bénéficier à tous les niveaux du bien-être social, et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Après, ce sont les pays, les États qui gagnent aussi. Et tout à fait. Parce que ce que certains États ne savent pas, c'est que lorsqu'on bénéficie tous du bien-être social, c'est qu'on va tous participer à la consommation. Ouais. C'est qu'on va tous participer au sort du commerce extérieur, qui est régi par l'ensemble des exportations, moins les importations. C'est qu'on va tous participer aux investissements, parce qu'on deviendra riche. Lorsque le pays mettra sur pied, par exemple, des bons du trésor, les bons du trésor profitent à l'État. Ça fait partie des recettes de l'État. Mais lorsque vous n'avez pas une population qui est au beau fixe, une population qui ne participe pas et qui ne profite pas de la richesse nationale, mais il va sans dire que cette dernière ne pourra pas participer véritablement aux recettes de l'État. Donc, c'est autant de points qui sont importants et qu'il faut véritablement souligner. Prendre en compte la population, c'est prendre en compte l'avenir de l'État. Alors, notre sujet parle de l'impact des politiques économiques sur l'IDH. Clairement, quel impact, qu'il soit négatif ou positif sur l'IDH? Oui. Le politique, justement. Oui, l'IDH, c'est l'indice de développement humain. Et dans l'IDH, il y a le mot humain. Voilà, le mot humain, c'est l'homme. Et le mot humain, c'est le bien-être social. C'est un peu ça l'objectif. Et malgré l'existence de l'IDH, mais on constate dans certains États, disons dans la plupart des États, surtout les États qui sont pauvres, que les populations subissent d'emblée les effets négatifs de certaines politiques économiques et financières. Et dans ces pays-là, les politiques économiques et financières donnent des résultats favorables. C'est-à-dire qu'on a des taux de croissance qui sont importants. Lorsque vous avez un taux de croissance important, et cela devrait réagir sur la population. Et c'est vrai, par le passé, on s'est basé sur le PIB par habitant. Et je disais tantôt que c'est un peu comme le salaire de chaque habitant au niveau d'une nation, au niveau d'un pays. Mais on a constaté que ce PIB par habitant ne remplissait pas toutes les conditions. Malgré un PIB par habitant de plus en plus élevé, il y a la précarité, malheureusement, qui se développe dans nos pays. C'est pourquoi on a développé l'IDH. Et si l'IDH existe et que cette précarité se développe davantage, l'impression qu'on peut avoir, dans l'analyse qu'on peut faire, c'est que l'IDH est contourné. Alors, si on prenait en compte effectivement le taux d'alphabétisation, le niveau d'instruction et l'expérience de vie à la naissance, c'est autant de paramètres qui devraient permettre à ceux qui dirigent nos structures, nos institutions, de voir que l'IDH n'est pas véritablement pris en compte. Et qu'il faut donc mettre sur pied un véritable programme qui devrait concerner les populations d'une manière tout à fait particulière. Vous savez qu'aujourd'hui, dans nos contrées, il y a des populations qui ne reçoivent pas encore de la lumière. Il y a des populations qui ne reçoivent pas encore de l'eau potable, qui vont encore dans des marigots. Mais c'est de tout ça que parle l'IDH. Et tant que vous n'avez pas mis vos populations dans des conditions cohérentes, il va de soi qu'on dise que vous contournez le développement. En fait, aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut comprendre. Le développement, ce n'est pas seulement la variation positive de la production nationale. Le développement, ce n'est pas seulement un taux de croissance à 2 chiffres.
Le développement, ce n'est pas seulement un taux de croissance de 6, 7, 8 ou 9%. Ces valeurs, j'allais dire, empiriques sont importantes, c'est vrai, mais ce qui est important, c'est le développement humain. C'est-à-dire que vous pouvez me créer des hôpitaux, des routes, tout ce que vous voulez, mais tant que l'homme pour qui vous avez créé ces routes ne passe pas sur ces routes-là, tant que l'homme pour qui vous avez créé des hôpitaux, cet homme ne va pas dans ces hôpitaux, compte tenu certainement du niveau des prix très élevés, et tant qu'il n'y a pas une alphabétisation pour tous, le niveau que vous avez atteint en matière de développement est un niveau qui va s'avérer nul. Voilà, parce que vous n'avez pas pris votre population en compte. Et donc tout sera à refaire. Hein. Logiquement, parce que vous ne faites pas le développement, vous ne développez pas votre pays pour le développer. Vous développez votre pays pour la population. C'est la même qui compose ce pays-là. Mais si il s'avère qu'on a comme l'impression qu'elle est exclue du programme de développement. Le programme de développement, ce n'est pas un problème qui est compliqué. C'est ce que je viens de citer. Ce sont les routes, ce sont les hôpitaux, et c'est la lumière, c'est l'eau, c'est l'éducation. Après, à vous entendre, on a l'impression que c'est facile à mettre en application quand même. Mais je dis que c'est d'abord une question de volonté politique. Et c'est une question de conception économique et financière. Mais et au niveau des pays développés. Mais pourquoi ils mettent tout ça en application? C'est d'abord la volonté politique, comme je le disais tantôt. Et puis au niveau des pays développés, vous allez voir que ce ne sont pas des pays qui ont beaucoup de matières premières. Généralement, c'est des pays qui mettent l'accent sur les services. Mais nous, qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, de mettre l'accent sur les services? Qu'est-ce qui nous empêche aussi, nous aussi, de mettre l'accent sur la transformation de nos matières premières? Qu'est-ce qui nous empêche de mettre l'accent sur l'industrialisation? Mais c'est une question d'objectif. Et l'objectif dépend de nous-mêmes. L'objectif dépend de ce que nous voulons faire. L'objectif dépend de l'endroit où nous voulons aller. Aujourd'hui, il y a certains qui vont sur la Lune. Mais je ne demande pas à nos politiques de faire en sorte qu'on passe sur la Lune. Mais si on pouvait y aller, tant mieux. Mais il y a encore d'autres aspects du développement qu'on n'a pas encore véritablement mis en exergue. Et c'est de cela que je parle. Donc, il faut entrer de plein fouet dans le développement. C'est une question d'objectif. Prenez un peu les pays asiatiques. Prenez un pays comme la Chine. Mais il y a 30 ans, la Chine était un pays véritablement sous-développé. Encore actuellement, c'est vrai, qu'on dise que qu'elle ne remplit pas encore toutes les conditions du développement. Bien que la Chine parte sur la Lune, bien que la Chine fabrique tout ce qu'il y a comme matériel informatique, des voitures, des avions et autres, on dit qu'elle a encore une partie qui est un peu sous-développée. Mais ça dépend du volet population. Ça dépend du PIB par habitant. Voilà, ce PIB par habitant n'est pas aussi élevé que le PIB par habitant des États-Unis d'Amérique. Or, pourtant, en termes d'exportation, ils viennent en première position des produits des secteurs primaires, secondaires et même tertiaires. Et pourtant, ils ont tout ça. Mais comme l'accent, ils ont mis l'accent sur la population, effectivement, par rapport à nous, bien sûr. La force, mais il faudrait qu'ils atteignent un certain niveau dans le cadre de leur PIB par habitant. Donc, si la Chine elle-même, on estime que malgré tout ce qu'elle a, elle n'a pas encore atteint véritablement cet objectif, mais ce ne sont pas les pays véritablement en voie de développement. Nous ne sommes pas des pays émergents, mais la Chine est considérée comme étant un pays émergent. Donc, elle-même qui a tous ces atouts-là, on lui reproche encore ce volet population. Mais pourquoi nous autres, nous allons nous en priver? Il faudrait qu'on fasse comme les pays asiatiques. Aujourd'hui, vous allez en Asie, tous les pays qui entourent la Chine aspirent au développement. Ce sont des pays émergents, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est des pays dont le PIB s'élève à des milliards de dollars, un peu comme la Chine, voilà, un peu comme les États-Unis. Ils ne sont pas encore arrivés au niveau de la Chine des États-Unis,
il y a des milliards de dollars aussi. Et qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Moi, je pense que c'est d'abord une organisation. C'est le respect, par exemple, des différents indicateurs, tels que l'IDH, c'est de faire en sorte qu'on ne le contourne pas, mais qu'on aille avec l'IDH pour pouvoir développer nos pays. D'accord. Il y a certains pays qui ont développé la politique d'aide au ménage, comme certains pays africains, justement. Est-ce que cette politique est comme une goutte d'eau dans la mer? Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais ce n'est pas impossible. Je pense qu'on peut le faire. Et même dans certains pays africains, et ça a été déjà fait. Oui, effectivement. Mais c'est des choses, à mon sens, c'est des expériences qu'il faut renouveler. Vous voyez, aux États-Unis, quand l'équipe qui a précédé le président Trump est venue au pouvoir, ils ont renfloué certains comptes de leurs concitoyens. Mais c'était pourquoi? C'était pour développer la consommation, qui fait bel et bien partie de la gestion de la politique économique et financière. Vous savez que quand vous développez fortement votre consommation, et cela doit vous permettre d'avoir une variation positive, largement positive de la production nationale. Et ils l'ont compris. Et ils savent que tout part avec la population. Et lorsque vous occupez correctement de votre population, mais il va sans dire que votre économie sera solide. Et c'est ce que nous pouvons conseiller à nos pays. Il faudrait que l'État, nos États, soient de plus en plus présents aux côtés de la population. Je sais que nos États font déjà beaucoup. Pour nous qui avons déjà participé dans le cadre de nos activités professionnelles à ce genre de débat, nous savons exactement ce que nos États font pour leurs populations respectives. Mais je crois que il devrait encore continuer. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement au terme de l'émission. On va vous permettre, avant justement, à la fin, de donner vos conseils, de vous prononcer sur ces chiffres, sur 6,3 milliards de personnes dans le monde réparties dans 112 pays, 1,1 milliard vivent dans la pauvreté favorisée surtout par les guerres. Comment on peut interpréter cela? Oui, ça aussi, c'est une partie des mots et qu'on retrouve généralement en Afrique. Et actuellement même, il y a pas mal de pays africains qui sont en guerre. Oui. Soit ce sont des guerres frontalières, ou alors ce sont des guerres civiles. Et ce sont des mots qui, aujourd'hui, sont présents en Afrique. Et puis, quelque part aussi dans le monde. Mais c'est pourquoi vous avez ces chiffres que vous venez de citer. Voilà, où plus de 2 milliards de personnes courent sous le poids de la pauvreté, alors que ce sont des États qui ont un sous-sol très riche. Mais ce que je pourrais conseiller à ces États, vous voyez, je reviens encore sur la Chine. Au moment où les Européens, les Américains et autres partaient en Chine, parce que là-bas, ils ont une main-d'œuvre moins chère, les Chinois, eux, ils partaient dans ces États pour développer ce qu'on appelle la matière grise. C'est vrai, eux, ils viennent pour pouvoir créer des usines, pour pouvoir développer le secteur primaire et puis les secteurs tertiaires. Mais il faut bien qu'il y ait des Chinois pour travailler dans ces usines. Il faudrait bien qu'il y ait des Chinois éclairés. Non seulement en matière de politique économique et financière, mais dans le cadre de la technique, et de la technologie, dans le cadre de tout ce qui peut participer véritablement à une valeur ajoutée nationale qui soit très importante. Donc, ce qu'on pourrait conseiller à nos États, c'est ce qui nous manque beaucoup d'ailleurs, c'est la matière grise. C'est la matière grise. Et il faut la développer. Et il faudrait une véritable politique de développement. La politique de développement n'est pas essentiellement axée sur les exportations de matières premières. Elle n'est pas axée sur les exportations essentiellement des produits finis. Et elle n'est pas axée sur les secteurs primaires, secondaires ou tertiaires. Mais elle est véritablement axée sur l'homme. L'homme qui consomme, mais il faudrait que cet homme soit encore plus intelligent. Et pour le rendre plus intelligent, c'est de le former.
Nous avons la capacité réelle de former nos concitoyens. Nous avons la capacité réelle de mettre sur pied des usines, de développer un secteur tertiaire, de développer un secteur primaire. Et puis nous avons un plus. En plus de tout cela, nous avons un sous-sol riche. Voilà, que ce soit en Afrique au sud du Sahara, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit au centre de l'Afrique, que ce soit même dans les pays où le désert a pris une avance assez remarquable. Mais ce sont des pays qui ont des sous-sols très riches. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que nous profitions réellement de nos sous-sols. Mais nous ne pouvons profiter de nos sous-sols, nous ne pouvons profiter de nos richesses internes qu'avec nous-mêmes, qu'à partir de nous-mêmes. Si nous voulons compter sur les autres pour pouvoir profiter de nos richesses internes, c'est que nous sommes en train de faire une route qui est fausse malheureusement. Merci bien, M. Nozon Faustin, pour cet éclairage sur la question de l'IDH, l'indice de développement humain. Ça sera un plaisir de vous retrouver pour une autre capsule, toujours dans le cadre de gestion de l'économie mondiale. Merci madame. Je vous en prie. Point final à ce numéro. Merci de votre aimable attention. Surtout portez-vous bien et on se dit à très bientôt.